Ce jour-là, dans le silence aseptisé de la salle d'audience, j'ai vu mon monde s'effondrer, puis se reconstruire dans l'éclair d'une vérité que personne n'attendait. Elle est entrée, le ventre arrondi, un sourire triomphant qui disait « J'ai gagné ». Mais elle ne savait pas que j'avais déjà scellé son destin. Je m'appelle Marc, et jusqu'à ce matin gris de l'automne dernier, ma vie était une toile tissée de routine et de petits bonheurs simples. J'avais 42 ans, l'âge où l'on pense avoir posé les dernières pierres de son existence, là où les surprises ne sont censées être que de bonnes nouvelles. J'habitais dans une maison de briques rouges, un peu vieillotte mais pleine de vie, dans la banlieue de Lyon, la même où j'avais grandi. Mes parents étaient ouvriers, des gens simples qui m'avaient appris la valeur du travail et de la loyauté. Je travaillais comme chef de projet dans une entreprise de logistique, un boulot stable, sans grande folie, mais qui nourrissait ma famille et payait les factures. Ma famille. C'était mon univers, ma raison d'être. Ma femme, Isabelle, avec qui je partageais ma vie depuis près de 20 ans, et nos 2 enfants, Léo, 14 ans, et Chloé, 10 ans. Des enfants merveilleux, pleins d'énergie, qui remplissaient la maison de rires et de cris. Ma routine était une mélodie familière. Le réveil à 6h30, le café fumant, le baiser rapide à Isabelle encore endormie. Préparer les petits déjeuners, aider les enfants à se préparer, les déposer à l'école. Puis, les embouteillages du matin, le bureau, les réunions, les rapports à rédiger. Le soir, c'était le retour à la maison, le dîner en famille, les devoirs, les histoires du soir pour Chloé, les discussions avec Léo sur ses jeux vidéo ou ses premiers flirts. Les week-ends étaient consacrés aux balades en forêt, aux matchs de foot de Léo, aux après-midi créatifs avec Chloé. C'était une vie sans paillettes, sans drame digne des films, mais une vie pleine de sens, de cette chaleur douce que l'on trouve dans les liens qui nous unissent. Je me souviens encore de ces moments, ces petits riens qui façonnent un bonheur tranquille. Le rire d'Isabelle quand je la chatouillais, la fierté dans les yeux de Léo après un bon bulletin, le dessin que Chloé m'offrait chaque semaine. N'est-ce pas ça, le bonheur pour beaucoup d'entre nous? Une série de moments simples, tissés ensemble pour former quelque chose de beau et de solide. Je pensais que c'était le cas pour moi, pour nous. Qu'aurais-tu fait, à ma place, si tu avais eu cette vie? Aurais-tu soupçonné que cette fondation, en apparence si robuste, était en réalité sapée par des vers silencieux? Pourtant, cette tranquillité n'était pas exempte de ses fêlures. L'argent, toujours l'argent, cette constante épée de Damoclès qui planait sur nos têtes. Les salaires stagnaient, le coût de la vie augmentait. La rénovation de la salle de bain que l'on repoussait depuis 3 ans, les vacances lointaines qui restaient un rêve inatteignable, la pression de vouloir offrir le meilleur à nos enfants sans toujours en avoir les moyens. Je voyais mes collègues, mes amis, tous confrontés au même défi. Cette société qui te pousse à consommer, à toujours vouloir plus, alors que tu as l'impression de courir sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais. Les discussions à la maison tournaient souvent autour de ça. Isabelle, plus ambitieuse que moi, rêvait d'une vie plus confortable, de ces maisons avec jardin parfaitement entretenu qu'elle voyait dans les magazines. Moi, je me contentais de ce que nous avions, essayant de me convaincre que l'amour et la famille étaient les vraies richesses. La famille élargie n'était pas non plus un havre de paix absolu. Mes parents, vieillissants, avaient leurs propres soucis de santé. Ceux d'Isabelle, plus aisés, avaient toujours eu une certaine distance, une façon de juger nos choix de vie. C'était une toile complexe, où chacun luttait à sa manière, essayant de maintenir une façade de normalité. Est-ce que tu connais ce sentiment, cette impression d'être pris dans un engrenage où tu dois jouer un rôle, sourire même quand ça pince, juste pour ne pas décevoir, pour ne pas montrer la faille? Le premier grain de sable, si minuscule que je l'avais balayé sans y prêter attention, est apparu il y a environ 2 ans. Un changement dans sa routine. Isabelle, qui était plutôt casanière, a commencé à sortir plus souvent. Des soirées entre copines, des cours de sport qu'elle n'avait jamais mentionnés auparavant. Au début, je n'y ai vu que du positif. Elle s'épanouissait, retrouvait une certaine liberté, ce qui, je l'avoue, me soulageait un peu de la pression de devoir toujours l'égayer. Elle revenait parfois tard, une odeur de parfum que je ne connaissais pas, un léger sourire aux lèvres que je prenais pour de la joie. Puis, il y a eu les messages. Son téléphone, avant, traînait partout. D'un coup, il était collé à elle comme une seconde peau. Posé face écran vers le bas, toujours verrouillé. Si j'entrais dans la pièce, elle le cachait, le retournait, ou le rangeait rapidement. C'est juste mon travail, disait-elle, ou des conversations de filles, tu sais,
des trucs de nana. Et moi, je hochais la tête, acceptant cette explication. Que aurais-tu fait? Aurais-tu fouillé? Aurais-tu douté de celle que tu aimais plus que tout? J'ai choisi de lui faire confiance, de ne pas laisser la jalousie ou la suspicion empoisonner notre couple. C'est peut-être ma plus grande faiblesse, cette loyauté aveugle. Un jour, elle est rentrée avec un bracelet neuf. Cadeau d'une amie, a-t-elle dit. Un petit bijou discret, en argent, mais qui ne correspondait pas vraiment à son style habituel, ni à celui de ses amis, que je connaissais. Elle avait l'air un peu mal à l'aise quand je lui ai demandé d'où il venait exactement. Le ton de sa voix était un peu trop aigu, ses yeux fuyaient les miens. Un détail, n'est-ce pas? Une broutille. Mais ces broutilles, comme des gouttes d'eau régulières, finissent par creuser la pierre. Je sentais qu'un voile s'installait, une distance imperceptible. Nos conversations devenaient plus superficielles, nos nuits plus silencieuses. Elle me repoussait parfois, sous prétexte de fatigue, de stress. Et je pensais que c'était moi, que je ne faisais pas assez, que je n'étais plus assez attentif. Le doute est une graine vicieuse, il s'insinue, germe dans l'ombre et t'empêche de voir la forêt derrière l'arbre. Le glissement a commencé vraiment le soir où elle m'a annoncé qu'elle s'était inscrite à des cours de perfectionnement professionnel. Pour ma carrière, Marc, tu comprends? Ça nous aidera à avoir plus d'argent, à sortir de cette routine. Elle semblait si investie, si passionnée, que j'ai applaudi des deux mains. Je la voyais partir 2 soirs par semaine, un sac de cours à la main. Je me souviens d'une fois, je suis allé la chercher car il pleuvait des cordes. Je suis arrivé devant le centre de formation qu'elle m'avait indiqué, mais sa voiture n'y était pas. J'ai attendu une vingtaine de minutes, le moteur tournant, le front plissé par l'inquiétude. Quand je l'ai appelée, sa voix était tremblante, comme surprise. Ah, Marc. Je suis déjà parti avec une collègue, tu sais, elle habite pas loin. J'ai senti un frisson froid me parcourir l'échine. Le centre était plongé dans le noir. Mais j'ai balayé cette sensation, me disant que j'avais mal compris. Après tout, qui n'a pas droit à un peu d'imprévu? La confiance est une bulle de savon, si fragile, et je la tenais entre mes mains, refusant de la pincer. Les cours sont devenus 3 soirs, puis parfois 4. Les nuits étaient de plus en plus vides. Isabelle disait qu'elle était trop fatiguée, qu'elle devait se concentrer sur ses études. Elle dormait de plus en plus souvent dans la chambre d'amis, sous prétexte de ne pas me réveiller avec ses horaires décalés. Mon lit était devenu une île déserte. Les disputes ont commencé, d'abord rares, puis plus fréquentes. Des mots acérés, des reproches. Tu ne me soutiens pas, tu ne me comprends pas, tu es égoïste. J'avais l'impression de me prendre des gifles invisibles. Une nuit, après une dispute particulièrement violente sur la gestion de l'argent et son absence, je l'ai surprise à essuyer des larmes dans le couloir, le téléphone à la main. Elle m'a dit, je parlais à ma mère, elle pense que tu es un lâche. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. C'était comme si quelqu'un avait creusé une tranchée entre nous, une crevasse qui s'élargissait à chaque échange. Mon cœur était un tambour de guerre, battant la retraite. Puis les relevés bancaires. Des dépenses inexpliquées. Des retraits d'argent que je ne comprenais pas. Des achats de vêtements chers, des sorties dans des restaurants huppés. Quand je lui demandais, elle répondait avec agacement que c'était pour les frais de ses cours, pour se faire plaisir après tout ce travail. Tu veux que je sois une bonne à tout faire, sans vie sociale, sans plaisir? Elle me regardait avec des yeux froids, des yeux que je ne reconnaissais plus. J'étais pris dans un étau. Soit je la soupçonnais, ce qui était la trahison ultime pour moi, soit j'acceptais de creuser un trou financier. J'ai choisi la deuxième option, préférant la souffrance financière à la déchirure du cœur. Je me souviens d'avoir passé des nuits blanches à regarder les chiffres, essayant de faire correspondre nos revenus à ces dépenses folles, sentant la sueur froide perler sur mon front. C'était comme essayer de remplir un seau percé d'une fuite invisible. Un soir, alors que je préparais le dîner pour les enfants, elle est entrée dans la cuisine, le visage grave. « Marc, il faut qu'on parle. » Mon estomac s'est noué. Je pense qu'on devrait prendre de la distance. Cette vie ne me convient plus. Je me sens étouffé. Elle m'a annoncé qu'elle avait trouvé un appartement, qu'elle allait partir. Elle parlait d'une pause, d'un besoin de se retrouver. Je l'ai regardée, la spatule à la main, le cœur lourd comme une enclume. Les enfants étaient à l'étage, jouant insouciamment. Comment pouvais-je leur annoncer ça?
C'était un coup de massue, une déflagration qui a réduit en poussière tout ce que je croyais solide. Mais pourquoi, Isabelle? Ses yeux étaient vides, ses lèvres minces. Je ne t'aime plus comme avant, Marc. Je ne suis plus heureuse. C'était un couteau qu'on me plantait dans le dos, lentement, douloureusement. La séparation a été un tourbillon de douleurs et de démarches administratives. Elle a enclenché la procédure de divorce, réclamant la garde principale des enfants et une pension alimentaire conséquente. Ces avocats ont peint de moi un portrait peu flatteur, celui d'un homme dépassé, peu présent, incapable de subvenir aux besoins de sa famille. Moi, qui avais sacrifié tant pour eux, j'étais désormais le méchant. Je me suis retrouvé seul dans notre maison, le silence assourdissant, chaque objet racontant une histoire de nous. Les enfants étaient perdus, blessés. Léo, le plus grand, avait de la colère dans les yeux. Chloé pleurait souvent, sans comprendre pourquoi maman n'était plus là tous les jours. C'était une torture quotidienne. Chaque fois que je la voyais, lors des remises des enfants ou des rendez-vous avec les avocats, elle était transformée. Plus élégante, plus sûre d'elle. Elle me regardait avec un mélange de pitié et de supériorité. J'étais une ruine, elle était une fleur qui s'épanouissait sur mes cendres. Le jour de l'audience finale, ce matin d'automne glacial dont je vous parlais, restera gravé dans ma mémoire comme un éclair aveuglant. J'étais assis, seul, à ma table, mon avocat à mes côtés, le cœur battant à tout rompre. Je me sentais nu, vulnérable, comme un gibier pris au piège. La porte s'est ouverte et elle est entrée. Isabelle. Elle portait une robe ample, d'un bleu pâle, qui ne laissait aucun doute sur ce qu'elle voulait que je voie. Son ventre était arrondi, visiblement. Un sourire, large et dédaigneux, flottait sur ses lèvres, comme si elle avait déjà la victoire en poche. Elle a balayé la salle du regard, s'est posée sur moi un instant, un regard rempli de triomphe et d'une cruauté froide qui m'a glacé le sang. Son avocat, un homme souriant et sûr de lui, a posé une main sur son épaule, un geste de soutien complice. Elle s'est assise en face de moi, mon ancien monde à portée de regard, mais si lointain. Le juge, une femme aux cheveux grisonnants, a commencé à parler des formalités. Puis son avocat a pris la parole, sa voix grave et posée. Il a exposé les arguments d'Isabelle, insistant sur le fait que la grossesse était la preuve d'un amour retrouvé, d'une famille en construction, et que je cherchais à abandonner cette nouvelle famille. Monsieur, vous ne pouvez pas vous dérober à vos responsabilités. Madame est enceinte de votre enfant. Elle a besoin de votre soutien, plus que jamais. Les mots ont résonné dans la pièce, lourds de condamnation. Isabelle m'a regardé, les yeux brillants, ce sourire inchangé, prête à asséner le coup final. Le juge a levé la main, sur le point de s'exprimer, et j'ai senti mon âme se rétracter. C'est là que j'ai senti une force intérieure, un dernier sursaut de dignité. Une rage froide a remplacé le désespoir. J'ai pris une grande inspiration, le regard fixé sur Isabelle, sur son sourire béat. Mon avocat m'a jeté un regard interrogateur, ne comprenant pas ce qui se passait. Votre honneur, j'ai dit, ma voix, à ma propre surprise, était claire et ferme, je dois interrompre. Votre honneur, j'ai subi une vasectomie en 2020. Le silence qui a suivi était total, pesant. C'était comme si le temps s'était arrêté. Le sourire d'Isabelle s'est figé, s'est lentement effondré, laissant place à une expression de choc, puis d'incrédulité, et enfin, d'une terreur paniquée. Ses yeux sont devenus deux billes, son visage a pâli. Son avocat s'est levé d'un bond, la bouche ouverte, prêt à protester. Il a bredouillé, votre honneur, nous demandons une suspension d'audience. Mais il ne savait pas que le coup fatal n'était pas encore porté. L'avocat d'Isabelle a insisté pour une pause, visiblement déstabilisé. Le juge, visiblement surprise par mon annonce, a accordé un bref répit. Isabelle s'est levée d'un coup, a vacillé, et a été rattrapée par son avocat qui l'a entraînée hors de la salle, un murmure urgent à l'oreille. Je suis resté assis, le corps secoué de tremblements nerveux, mais une étrange sensation de calme m'envahissait. Le masque était tombé. La vérité, ce fardeau que je portais sans le savoir, venait d'être libéré. Psychologiquement, j'étais en miettes et pourtant, j'étais libéré. La culpabilité, le doute, la honte, tout cela s'était évaporé en un instant. Mais une nouvelle vague, celle de la rage pure, a déferlé. Comment avait-elle pu? Comment avait-elle pu me faire ça, nous faire ça? À nos enfants? La vision de son visage,
ses yeux hagards en comprenant l'ampleur de ma révélation, étaient la seule chose qui me raccrochait. La honte, cette fois, était pour elle. Socialement, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Nos amis communs, la famille, tout le monde allait apprendre l'étendue de sa supercherie. Les commérages, les jugements. Mes parents m'ont serré dans leurs bras, leurs yeux remplis de larmes, d'abord de tristesse, puis d'une fierté silencieuse. Les parents d'Isabelle, eux, ont coupé les ponts, incapables de faire face à ce scandale. La façade de normalité s'était brisée, révélant la pourriture qui se cachait derrière. Financièrement, le vent avait tourné. La pension alimentaire pour l'enfant fantôme s'est évaporée. La garde des enfants allait être réévaluée. Mais au-delà des chiffres, c'est l'avenir qui s'ouvrait. La possibilité de reconstruire, sans cette dette émotionnelle, sans ce poison qui rongeait ma vie. Mes enfants, Léo et Chloé, c'était le plus dur. Comment leur expliquer une telle trahison? Comment préserver leur innocence, leur confiance en la vie, alors que leur mère était capable d'une telle bassesse? C'était une montagne à gravir, un chemin semé d'embûches. La cicatrice de cette trahison allait être longue à guérir, mais au moins, elle n'était plus cachée sous les bandages du mensonge. C'était une plaie béante, mais enfin visible, et donc, enfin, guérissable. Après l'audience, après l'onde de choc, est venu le calme. Un calme étrange, lourd de réverbération. Isabelle a perdu pied. Le père de son enfant, un homme avec qui elle avait eu une liaison, est apparu, un collègue qu'elle avait rencontré pendant ses cours du soir. Il s'est avéré qu'il était marié, et sa femme n'a pas tardé à le quitter, le laissant seul face à cette situation qu'il n'avait visiblement pas prévu d'assumer publiquement. Le château de cartes d'Isabelle s'est effondré avec une rapidité brutale. Ma vie, elle, a lentement repris un cours. La maison était encore trop grande, trop silencieuse sans Isabelle, mais les enfants étaient là, mon ancrage. J'ai réorganisé notre quotidien, apprenant à jongler entre mon travail, les devoirs, les repas, les activités extrascolaires. C'était épuisant, mais chaque sourire de Léo, chaque câlin de Chloé, était un pansement sur mes plaies. Les premiers mois ont été une errance, une recherche constante de sens. Je passais mes soirées à regarder le plafond, les questions se bousculant dans ma tête. Comment avais-je pu être si aveugle? Pourquoi elle? Pourquoi nous? Les souvenirs heureux, autrefois réconfortants, étaient devenus des fantômes qui me hantaient. J'ai commencé à aller courir, à vider mon esprit dans l'effort physique. J'ai lu, beaucoup, cherchant des réponses, des outils pour me reconstruire. La solitude était une compagne fidèle, parfois étouffante, parfois apaisante. Comme une vieille amie amère qui te force à te regarder en face. Maintenant, avec le recul, je me pose beaucoup de questions. Des questions que je ne me posais pas avant, quand la vie semblait couler de source. La confiance. Qu'est-ce que c'est, au fond? Un pari? Une faiblesse? J'ai cru que la confiance était le ciment indéfectible de l'amour, mais j'ai appris qu'elle est aussi la porte ouverte à la vulnérabilité la plus profonde. Est-ce que tu peux vraiment connaître quelqu'un, même après 20 ans? Ou est-ce que chacun porte en soi des abîmes insoupçonnés, des démons qui ne demandent qu'à être réveillés par les circonstances? Nos choix. Chaque petite décision, chaque compromis, chaque silence, chacun d'entre tisse la toile de notre destin. Avais-je ma part de responsabilité dans tout ça? Mon manque d'ambition, ma propension à la routine, ma cécité volontaire face aux signaux? J'ai longtemps cherché des réponses claires, des coupables désignés. Mais la vie n'est pas un roman policier. Elle est un enchevêtrement de causes et de conséquences, de désirs et de peurs. Je pense que le désir d'Isabelle d'une vie meilleure, l'argent, la pression sociale l'ont poussé à des extrêmes. Mais la peur, ma propre peur de la confrontation, mon espoir de préserver l'image d'une famille parfaite, ont aussi joué leur rôle. Les conséquences sont là. Indélébiles. Mais elles sont aussi une opportunité. L'opportunité de réévaluer ce qui compte vraiment. De reconstruire sur des bases plus solides, plus authentiques. J'ai appris que la vérité, même brutale, est toujours préférable au mensonge, aussi doux soit-il. Elle libère. Elle te permet de respirer à nouveau. Crois-tu que l'on sort indemne de ce genre d'épreuve? Non. Mais on en sort transformé. On apprend à se connaître soi-même d'une manière que l'on n'aurait jamais imaginé possible. On apprend à être plus vigilant,
mais sans laisser la peur de la trahison nous paralyser à nouveau. Cette histoire, la mienne, n'est qu'un fragment parmi des millions. Elle aurait pu arriver n'importe où, à n'importe qui. Il suffit d'un instant, d'une petite faille dans l'armure de la routine, pour que tout bascule. Une décision prise à la légère, un secret mal gardé, une ambition démesurée, une peur non exprimée. Le vernis de la perfection peut cacher des gouffres insondables. Elle nous rappelle la fragilité de nos constructions, la complexité des êtres humains, et la force insoupçonnée que l'on peut trouver en soi quand tout semble perdu. Regardez autour de vous, écoutez. Le bruit silencieux des châteaux de sable qui s'effondrent est parfois le plus assourdissant. Si mon histoire a résonné en toi, si tu as déjà traversé une épreuve similaire, ou si ces mots t'ont simplement fait réfléchir, je t'invite à laisser un commentaire ci-dessous. Partage tes pensées, tes propres expériences. C'est en parlant, en partageant nos récits, que nous nous sentons moins seuls. Et si tu souhaites entendre d'autres histoires vraies, d'autres réflexions sur les aléas de la vie, abonne-toi à cette chaîne. Prenez soin de vous, de vos cœurs, et des vérités que vous portez.